Bonjour et bienvenue dans Scène des crimes. Dans le cadre de notre thème, la justice est-elle réellement laxiste? Pour notre troisième interview, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Mme Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors pour la toute première question, pouvez-vous nous dire de façon brève quelles sont vos missions et fonctions en tant que contrôleur général des lieux de privation de liberté pour ceux qui nous regardent actuellement? D'accord. Nous sommes une autorité administrative indépendante, à savoir que nous ne dépendons de personne, bien que j'ai été nommée par le président de la République, mais que ma nomination a été votée par le Parlement. Je suis nommée pour un mandat de 6 ans irrévocable, sauf si je fais une énorme bêtise. Enfin bon. Ce qui me rend entièrement libre vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des lieux que nous visitons. Donc je dis ce que je veux et ce que je pense des constats qu'on en retient. Je ne me sens liée par rien ni personne. Et comme je l'ai expliqué quand je suis passée devant le Parlement, étant donné mon âge, pour la suite, je ne vise rien. Je n'ai aucune ambition. Et donc, ça me rend encore plus libre, vous voyez. Je n'ai à plaire à personne. Et on n'est pas là pour plaire. Ensuite, nous visitons les lieux de privation de liberté qui sont décidés par l'autorité judiciaire ou administrative, à savoir les hôpitaux psychiatriques dans les services de soins sans consentement, les prisons bien sûr, les prisons pour mineurs, les centres éducatifs fermés pour mineurs, pour enfants et adolescents, les locaux de garde à vue, les zones d'attente, les centres de rétention administrative, et puis également tous les fourgons cellulaires qui emmènent soit les condamnés, soit les condamnés vers la prison, et puis les geôles des palais de justice également. D'ailleurs, j'oubliais les box vitrées des palais de justice. Et puis les moyens de transport qui ramènent les étrangers dans leur pays, quand ils sont frappés d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire. Est-ce que vous voulez que je développe sur comment on travaille ou après? Oui, justement, ça serait intéressant quand même que vous puissiez développer réellement les missions assignées à votre institution. Voilà, tous les mois, l'équipe part. Alors, il y a ce qu'on appelle nous sommes une soixantaine, 30 permanents et 30 contrôleurs qu'on appelle extérieurs, qui sont vacataires, si vous voulez. Et nous partons donc tous les mois pour 15 jours dans différents lieux que nous contrôlons. Alors, je vous donne un exemple. On part, mettons, à 4 dans un centre éducatif fermé pour enfants et adolescents. Nous parlons à tout le monde, les enfants, le personnel, la direction, tout le monde, comme dans une prison, tout le monde, les surveillants, la direction, et bien sûr, surtout les détenus, et un peu partout comme ça. Et pendant soit 5 jours, soit 8 jours, soit 10 jours, nous restons dans ce lieu à contrôler absolument tout. Alors que ce soit les registres, que ce soit les incidents, que ce soit, nous vérifions que c'est bien tracé, dans les hôpitaux psychiatriques, les mesures d'isolement, de contention, dans les centres de rétention administrative. Est-ce que les gens, je vous donne des exemples en vrac, mais qui se répètent dans tous les lieux. Est-ce que les gens ont accès aux soins, par exemple? Est-ce qu'ils ont accès à l'enseignement? Est-ce qu'ils ont accès au travail, à la formation? Et puis, est-ce qu'il y a des violences dans tel lieu? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que tous les incidents qu'on peut relever? Et puis, l'équipe, on a un attirail assez perfectionné qui nous permet de mesurer, par exemple, la taille d'une cellule. Alors, je vous prends une cellule de 9 mètres carrés, puisque moi, j'ai été journaliste très longtemps. Et donc, j'avais l'habitude de dire, dans les maisons d'arrêt, 3 détenus s'entassent dans 9 mètres carrés. Mais j'ai réalisé que non, c'est pas 9 mètres carrés. Parce que quand j'ai mesuré avec mes collègues l'espace d'une cellule, on doit retirer, pour ce qui est de l'espace vital, on doit retirer l'emprise des toilettes, du coin douche s'il y en a une, les lits superposés, le matelas au sol qui est rangé là, la table, les chaises,
Et on en est arrivé la dernière fois à 1,30 m² d'espace vital par personne, c'est-à-dire très en dessous de la norme européenne. Et pour rebondir un peu sur cette question par rapport à votre mission, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Sinon, lesquelles? Des difficultés de quel ordre, par exemple? Dans le cadre de votre mission qui vous a été assignée. Vous voulez dire que quelqu'un décide de ne pas m'ouvrir la porte, par exemple, en commençant par là? Non, c'est impossible. Et on ne peut pas nous fermer la porte au nez. Je crois que c'est arrivé une fois, mais je n'étais pas là, où l'équipe, je crois que c'était une équipe médicale, a refusé d'ouvrir. Mais bon, normalement, ils n'ont pas le droit. Et de même, on doit nous fournir tous les documents que nous demandons. Les vidéos, par exemple, c'est très intéressant. Quand, par exemple, un détenu allègue de violence. Eh ben, alors malheureusement, les vidéos sont écrasées au bout de quelques jours. Mais quand on arrive à temps, on visionne les vidéos. Et c'est ainsi qu'on a pu relever des scènes pour le moins regrettables grâce à ces vidéos. Oui, et alors les difficultés, on peut être plus ou moins bien reçu, par exemple, hein, reçu avec peu d'enthousiasme. Chose que je peux comprendre, hein, c'est jamais agréable. Mais par exemple, si je vous donne l'exemple des prisons, eh bien, je dirais que l'administration pénitentiaire, en général, ils sont plutôt contents qu'on vienne dans les maisons d'arrêt surpeuplées parce qu'eux-mêmes en souffrent énormément. Je peux vous dire que je crois que quand la prison de Toulouse-Seyss a ouvert, ils en étaient à un surveillant pour 50 détenus. Ils en sont à un surveillant pour 153 détenus. Alors donc, je me dis toujours, quel corps de métier supporterait qu'on lui triple sa tâche? Et je vous parle de surpopulation, mais je pense qu'on en reparlera, ça impacte tout, ça pourrit tout, la surpopulation. Merci pour ces éléments d'information. Alors pour notre deuxième question, le constat qui ressort des états généraux de la justice est que la justice pénale serait trop laxiste. Est-ce que cela vous étonne? Ni ça m'étonne, ni ça ne m'étonne pas, parce que ce qui m'a étonné dans ces états généraux, c'est qu'un maximum de détenus étaient ravis de leurs conditions de détention. Donc déjà, je pense qu'il y a un petit problème. Ensuite, que la justice soit laxiste, c'est une espèce de running gag qui revient très souvent. Si la justice était si laxiste, on n'en serait pas à 71 000 détenus aujourd'hui. Et 1800 matelas au sol, 1860 je crois, matelas au sol pour 60 000 places, vous voyez. Et partout où on passe, justement, on se fait remettre les moyennes et des condamnations. On examine quelles sont les condamnations le plus souvent prononcées, de quoi est remplie la prison au fond. Et bien, dans beaucoup d'endroits, on tombe sur des peines, énormément de peines de moins de 6 mois de prison. C'est moins de 6 mois de prison depuis mars 2020, d'après la loi. Il devrait être aménagé. Aménagé, ça veut dire effectué hors les murs. Par exemple, un travail d'intérêt général, un bracelet électronique, un placement extérieur. Vous savez, un placement extérieur, c'est vous travaillez dans le lieu qui vous héberge, qui n'est pas une prison. Vous n'avez pas le droit de vous en aller, en revanche. Hein. Mais voilà, on a le sursis probatoire, la liberté conditionnelle, la liberté sous contrainte. Eh bien, apparemment, ces alternatives ne sont pas assez usitées. On ne s'en sert pas assez, parce que sinon, il y aurait moins de monde en prison. Et si la justice était véritablement laxiste, il y aurait moins de monde en prison. Or, je trouve particulièrement préoccupant, et préoccupant est un mot faible à côté de ce que je pense, de voir des magistrats gardiens de nos libertés, à tous, constitutionnellement, je le rappelle, qui envoient sans sourciller en prison, en connaissant, du moins intellectuellement, puisque toutes les semaines, ils reçoivent un tableau de bord de la prison qui leur dit, voilà, il y a tant de monde, tant de cellules occupées, tant de cellules A2, tant de cellules A3, etc. Comment peut-on continuer à envoyer des gens là-dedans?
Et quand on connaît les conditions de détention, c'est-à-dire maintenant que je les vois, que je vois des cellules occupées par... Bon, je parle d'hommes parce que l'immense majorité des détenus sont des hommes. Comme vous le savez, il n'y a que 3,6% de femmes en prison. Par ailleurs, des maisons d'arrêt pour femmes surpeuplées également. Quand on voit 3 hommes dans ces cellules, c'est-à-dire dans un espace de 4,40 mètres carrés, où ils sont enfermés pendant le Covid, par exemple, 22 heures sur 24. Aujourd'hui encore, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas de formation, restent enfermés 22 heures sur 24, là-dedans. Et là-dedans, il faut savoir que on voit des types, ils ont des boutons partout, c'est les punaises de lit. Ils vous expliquent qu'ils s'enroulent très serrés dans un drap pour éviter que les cafards leur cavalent dessus. Et ils dorment avec du papier toilette dans les oreilles et dans le nez pour pas que les cafards rentrent. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle une justice laxiste, mais il me semble que la France malheureusement souffre d'une espèce de passion pour l'enfermement et qui est quand même... ça pose question, non? Et puis, moi, j'en suis venue à me dire, eh bien, la France en est revenue au châtiment corporel, parce que punir des gens de cette façon, d'accord, quelqu'un a commis un délit, un crime, il doit être puni. Ok. Personne ne le conteste, c'est comme ça. Bon. Eh bien, est-ce que vraiment il doit exécuter sa peine de cette manière, rongé par les punaises de lit? Alors la surpopulation, en plus, elle empêche l'accès aux soins. J'ai rencontré des détenus qui attendaient depuis 18 mois d'être opérés du ménisque, par exemple, et qui marchaient avec une canne, donc ils avaient du mal à marcher, ou qui ne voient pas un ophtalmo. J'ai vu des détenus qui s'étaient percés eux-mêmes leur abcès dentaire. Je ne sais pas, tout le monde ici peut-être a eu un abcès dentaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Parce qu'il n'y a pas de... les rendez-vous sont trop lointains. Et puis, les extractions médicales, par exemple, il n'y a pas assez de véhicules pour les emmener, trop de conditions de sécurité pour les emmener. Donc, les opérations ne se font pas. Dernièrement, dans une prison, mais c'est même la directrice qui s'en plaignait, il y a 3 jeunes hommes à qui on a diagnostiqué un cancer, dont un très tardivement, et qui est mort. Eh bien... je pense que tout ça, c'est autant de pertes de chance. Si vous êtes étudiant en droit, vous savez que la perte de chance, ça se plaide. Et je pense que ça doit se plaider. Merci pour ces éléments d'information également. Et pour la 3e question, certains de nos proches s'imaginent que les prisons sont comme des clubs med, c'est-à-dire nourris et logés, et précisément l'utilisation des téléphones portables, avoir accès aux activités sportives et culturelles à titre gratuit. Cette manière de voir les choses est-elle conforme à la réalité que vous constatez sur le terrain? Je crois que j'ai répondu juste avant, mais ce que je peux dire, c'est que, alors, désormais, il y a un téléphone par cellule. L'État a fait installer, lors de la pandémie, des téléphones dans les cellules. C'est une société privée qui les a installés. Elle les a installés gratuitement, mais elle se rembourse sur les communications. Ce qui fait que les détenus payent très très cher ces communications. Quant au portable, l'accès au portable est illégal. Les portables sont illégaux en détention. Mais enfin bon, ça me fait un peu rire parce que beaucoup de détenus ont des portables. D'ailleurs, ils nous appellent même depuis les portables. Et quand j'étais journaliste, je recevais beaucoup de coups de fil de détenus qui m'appelaient de leur portable. Alors, petit à petit, les prisons ont installé des brouilleurs. Et donc, on ne peut pas recevoir les communications. Alors, ces 2 directrices qui m'ont raconté en riant, elles m'ont dit, ils sont marrants les détenus parce qu'ils sont venus négocier. Madame, allez, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, allez, 2 heures par jour, allez, laissez-nous un peu. Bon. Alors, elle dit non, mais simplement, moi, j'ai remarqué quelque chose, évidemment, je ne vous dirai pas où, mais nous, on a le droit de garder nos portables avec nous. Ce n'est pas le cas de tout le monde en détention. Et je me dirige, bon, évidemment, je n'avais aucune communication, je me dirige vers le quartier d'isolement, quartier disciplinaire. Et puis,
j'entends ding, 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 une rafale de messages qui arrivent sur mon portable. Donc je me suis dit, bon, bah, heureusement, il y a des trous dans le brouillard. Voilà, alors les prisons Club Med, est-ce que c'est vrai, vous pensez vraiment que beaucoup de gens les voient comme ça? Oui. Bien, il faut faire passer le message qu'on en est très loin. Hein, parce que je pense que si quelqu'un était reçu au Club Med comme on est reçu en prison, je pense qu'il y aurait matière à faire un procès en publicité mensongère. De même qu'il y a certainement des procès à faire à l'État en ce qui concerne l'accueil des détenus. Parce que désormais, depuis avril 2021, il y a une loi, un décret qui est sorti, une loi et suivi d'un décret, qui a instauré un recours contre les conditions indignes de détention. Je ne vais pas vous donner le détail et vous ennuyer avec les détails juridico-techniques, mais disons que ce n'est pas ce dont j'aurais rêvé. Bon. Mais n'empêche, ce recours, il existe. C'est pourquoi nous, on appelle les avocats et les détenus à s'en emparer et à multiplier les recours. Parce que la loi pénitentiaire de 2009 garantit à chaque détenu sa dignité. Et moi, je voudrais bien savoir quelle dignité on peut conserver dans ce que je vous ai décrit tout à l'heure, et qui est qu'un des aspects de la surpopulation. Parce que je passe sur les gars qui n'osent pas descendre en promenade parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a pas mal de violences. Ça engendre aussi des violences entre les détenus et les surveillants. Vous voyez bien, quand on a plus de 100 détenus sous sa garde à soi tout seul, eh ben, c'est souvent que les nerfs cèdent. Et forcément qu'il y a des tensions, forcément. Et ça engendre de la violence. C'est mauvais à tous les sens du terme. Donc la prison 4 étoiles, Club Med, pas vraiment. Mais cela dit, j'ai été très surprise. J'ai été invitée dans une fac à rencontrer des étudiants en droit. Je leur ai expliqué ce que je viens de vous expliquer. Et quelques-uns ont levé la main en me disant « Mais madame, vous les défendez, mais ils ont commis des délits, alors c'est normal qu'ils soient enfermés. » J'ai dit « Oui, on peut penser que c'est normal qu'ils soient enfermés. Mais qu'est-ce que vous pensez des conditions? Comment vous pouvez trouver normal ces conditions? Comment voulez-vous ressortir? Dans quel état on ressort de plusieurs mois passés dans ces conditions? Le moral ne sera pas très bas. Et quand il n'est pas plutôt de la rage. Donc, oui, et je trouve ça profondément dommage parce que c'est un calcul un peu vengeur, si vous voulez. Un calcul à court terme. D'abord, ça coûte 105 à 110 € par jour, hein, l'enfermement, un détenu. Je trouve que ça fait un peu cher pour développer, pour ces conditions. C'est plus cher que l'hôtel, hein, certains hôtels. Je trouve qu'il y a là quelque chose de profondément choquant et qui contrevient également à la loi qui veut que chaque détenu puisse être amené à vivre sa vie en prison de manière à ressortir pour mener une vie exempte de crimes et de délits. Alors c'est des grands mots bien ronflants et qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Et je vous passe ce qu'on découvre petit à petit en ce moment, à savoir non pas dans les maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt, vous savez, c'est les courtes peines. Hein. C'est les détenus provisoires, présumés innocents, donc, qui vivent dans ces conditions. Et puis les courtes peines, enfin les courtes peines, ça va jusqu'à pas mal de temps quand même. Mais dans les centres de détention pour les longues peines et dans les centrales, on a découvert en centre de détention des détenus malades, vieux et abandonnés, notamment dans une unité nommée, non sans humour, autonomie et gestion, dans laquelle eh bien, les détenus vivaient sans pouvoir se lever. Alors sans pouvoir se lever, vous voyez ce que ça comporte. Ça comporte le fait qu'on ne peut pas aller aux toilettes seuls. S'ils ne sont pas aidés par des co-détenus, ils font dans leur lit ou dans leur couche. Mais l'infirmière ne passe que 2 fois par semaine, vous voyez le truc? C'est pénible. Oui, c'est pénible et ignoble.
Et j'ai rencontré des détenus où des détenus nous écrivent « J'ai tellement honte d'aller aux toilettes avec les autres dans la cellule que j'attends qu'ils partent aux promenades. » Donc lui, il ne sort pas de sa cellule. Il se retient, il se retient, il se retient. Il a des ennuis intestinaux. Oui. Et bien maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on reçoit ces témoignages. Vous savez, ça fait mal à entendre. Hein. Ils disent, je mange de moins en moins, comme ça j'évacue de moins en moins. Merci. Pour la quatrième question, la prison peut-elle être un instrument de réinsertion du condamné? Dans le cas contraire, pensez-vous que les alternatives à l'emprisonnement et les aménagements de peine sont suffisamment développés? Alors, je ne vais pas m'extasier sur des prisons qui pourraient être des modèles. Mais par exemple, je reviens d'Allemagne, où je suis allée visiter 2 immenses prisons. C'est un immense emprise pénitentiaire avec plusieurs bâtiments. Quand je leur ai montré les photos de nos prisons, quand je leur ai expliqué que nous, c'était 3 par cellule, ils m'ont regardé comme si on était des malades mentaux. Hein. Parce que eux, c'est 1 par cellule, c'est la règle absolue. À 90%, quand ils sont occupés à 90%, la prison se déclare suroccupée et on n'a plus le droit d'incarcérer quiconque là-dedans. Donc on prend des alternatives. Et quand les détenus sont 2, c'est qu'ils l'ont demandé parce qu'ils sont copains. Dans ces prisons qui sont nickel, mais nickel, j'insiste, c'est-à-dire, j'ai dit, est-ce que vous avez des rats? Ah oui, on a des rats, mais on est allé à la SPA, on a pris des grands chats, et ils les ont oxy. Les punaises de lit, les cafards, c'est la même chose. Comme ils ont de la place pour déménager des détenus d'un côté à l'autre, eh ben, on peut désinfecter. Mais nous, dans nos prisons, on ne peut pas faire sortir les gens, les faire dormir dehors le temps qu'on désinfecte. Mais là, les cafards, ils sortent par les plaques chauffantes. Il y a des détenus qui nous disent « mais je suis en panique, je les vois sortir qui grouillent ». Les punaises de lit. Mais vous savez qu'il y a un détenu qui a eu une infection au canal auditif. On lui a retrouvé un cafard mort au fond. Bon, voilà, donc dans ces conditions, en Allemagne, 70% des détenus travaillent, et les 30% qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas. En prison, en France, il y a moins de 28% des détenus qui travaillent. Donc, vous me demandez, est-ce que la prison pourrait être un lieu, finalement, qui rende meilleur et de réinsertion? Je vais vous dire, oui, il le pourrait sans doute s'il y avait moins de monde, plus de travail, plus de formation, plus de profs. J'ajoute quand même que, et si la prison n'était pas un lieu où il ne se passe rien du tout, en tout cas dans les maisons d'arrêt, en attendant que les gens sortent, si seulement ils apprenaient quelque chose, si on leur donnait le goût de quelque chose, si on leur montrait qu'il y a autre chose dans la vie que ce qu'ils vivent là et que ce qu'ils ont vécu avant. Peut-être, mais ça n'est pas le cas. Mais je voudrais quand même dire que, bon, il y a bien longtemps, moi j'étais éducatrice à la pénitentiaire, et je peux vous dire que la prison n'était pas aussi ouverte qu'aujourd'hui, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il y a beaucoup de gens qui interviennent en prison, des artistes qui font des ateliers d'art avec les détenus, des musiciens, des écrivains, des écrivaines, qui font rédiger des textes par le détenu, des gens de théâtre qui font jouer des pièces. Et là, bientôt, je vais à un concours de plaidoirie à la maison d'arrêt de Villepinte. Ce sont les détenus qui plaident pour le sujet qu'ils ont choisi. Et ils ont été coachés par des avocats et par les profs de la prison. Ça, c'est des trucs formidables. Et j'ai assisté aussi en prison dans un gymnase au 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, avec des discours, avec des gens qui sont venus expliquer aux détenus qu'est-ce que c'était la peine de mort. C'est plutôt des gens très jeunes qui n'étaient même pas nés quand la peine de mort a été abolie. Et d'ailleurs, dans la prison où j'étais, c'était cet atelier, si je peux dire, ou cette réception pour l'abolition de la peine de mort, était mixte. On avait mélangé, parce que vous savez, c'est pas mélangé en détention, les hommes et les femmes.
Et je dois vous dire que pour certains, c'était pas tellement l'abolition de la peine de mort qui les intéressait. C'était plutôt mignon. Tout le monde se poussait en disant, regarde, je crois qu'ils sont contents. Ils sont vraiment contents. Bah, il y a des moments quand même joyeux. Alors, pour soutenir notre question, toujours, pour endiguer la surpopulation en milieu carcéral, le gouvernement actuel a créé de nouvelles places de prison. Pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne idée? Et dans le cas contraire, quelles autres solutions peuvent être imaginées? Alors, le gouvernement a créé combien de places de prison, à votre avis? Oui, non, parce que je vais vous dire un truc. Le gouvernement, il y a une petite arnaque là-dessous. Là, en 2021, a ouvert le centre pénitentiaire de Lutterbach. Il avait été annoncé en 2009 par Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Justice. Alors, s'il faut 13 ans, 12 ans pour faire sortir une prison de terre, je ne pense pas que ce soit la solution là. La solution, c'est d'envoyer moins de monde en prison. En Allemagne, ils sont 80 millions d'habitants, ils ont 58 000 détenus, on a 66 millions d'habitants, on a presque 72 000 détenus. Donc, alors moi je dis qu'il y a une solution, c'est la régulation carcérale. La régulation carcérale, ça veut dire, à partir d'un taux qu'on fixe, que moi je voudrais fixer à 100%, je ne rêve pas comme en Allemagne 90%, mettons à 100%, un détenu entre, l'autre sort, le plus proche de sa fin de peine, sous le contrôle du juge d'application des peines et des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Alors, ça donne que, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, vous savez. Pendant l'épidémie de Covid, en mars 2000, vous êtes comme moi, le Covid, ça m'a embrouillé les années, mars 2020. Nicole Belloubet, alors ministre de la Justice, elle a pris des ordonnances de libération, telles que je vous l'ai dit. Vous libérez les plus proches de leur libération. Bon, eh ben, ça a été possible. On était tombé à 58 800 détenus. Vous vous rendez compte, il n'a pas fallu longtemps pour qu'on remonte. Donc c'était possible pendant la pandémie. Pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui? Le président de la République, en 2008, dans un discours vachement bien, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, avait dit qu'il souhaitait expérimenter la régulation carcérale. Je me suis dit chic. Ça a été expérimenté notamment dans certains tribunaux, dont l'un. Alors c'est une espèce d'entente qui est signée entre le procureur, le président du tribunal, le directeur des services de probation et d'insertion et la direction de la maison d'arrêt. Ils avaient décidé qu'à 130%, ce qui est déjà énorme, ou 137, je ne sais plus, ils étaient surpeuplés. À peine un des acteurs de ce pacte, si je peux dire, de ce pacte qui était bienvenu, a quitté ses fonctions pour être muté, que paf, tout s'est écroulé. Et la prison dont je vous parle, elle est aujourd'hui remontée à je ne sais pas combien, 170%. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, je pense que tant que ça n'est pas inscrit dans la loi, tant que ça n'est pas comminatoire, tant que ça n'est pas... Tant que le Parlement n'aura pas voté cette loi, on ne s'en sortira pas. Il faut quelque chose de volontaire, de politiquement volontaire. Alors, il faut du courage pour faire ça, je le conçois. Mais je pense que la politique, ça veut aussi dire être courageux. Et puis, ce qui est possible en Allemagne, pourquoi ça ne l'est pas en France? Et puis, je voudrais dire aussi aux parlementaires qui tiennent des discours absolument au ras des pâquerettes, sur les peines qu'il conviendrait d'infliger à un tel et un tel et un tel, et plus de prison, mais qu'ils aillent voir, et de même que les magistrats qui ne vont presque jamais en prison, ils devraient aller voir dans les cellules les conséquences de leurs décisions. Et je pense que là, peut-être qu'il reviendra en arrière et qu'il comprendrait que ça ne se peut pas d'enfermer les gens de cette manière. Et on pense notamment à la dépénalisation de certaines infractions liées au trafic de stupéfiants. Au vu du nombre de cette population en milieu carcéral, que pensez-vous de cela, la dépénalisation? Devinez. À votre avis? Eh bien, d'abord, je crois que le shit, c'est dépénalisé, l'usage. Hein. Évidemment, mais si on vend une boulette, bon.
Eh bien oui, moi je suis pour la dépénalisation, je suis pour la dépénalisation. D'ailleurs, je serais pour que les atteintes aux biens ne soient pas passibles de prison, sans violence, que ce ne soit pas passible de prison. J'ai vu des gars enfermés parce qu'ils étaient en récidive pour le vol de 3 flacons de parfum Yves Rocher. Moi je veux bien, mais enfin... Bon, c'est quand même pas... Vous voyez, c'est un peu pitoyable, et c'est un peu vengeur, et c'est un peu irréfléchi, je trouve. C'est pas la peine. Et puis alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, moi, mon rêve final, ce serait que, à part la régulation carcérale, ce serait la réforme totale de la procédure des comparutions immédiates. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous êtes déjà allés aux comparutions immédiates. Enfin, moi, j'y allais quand j'étais étudiante en droit, puis après tout, j'y suis allée toute ma vie. Mais étudiante en droit, j'ai été hyper choquée, parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous apprenait dans les bouquins, rien à voir avec ce que le prof nous inculquait, la sérénité, le recueil des preuves, le sérieux de l'enquête. Ben non, quand on voit quelqu'un jugé en 20 minutes, plaidoirie comprise, c'est pas ce que j'appelle une bonne justice. Je ne pense pas qu'on puisse juger les gens comme ça. Or, la comparution immédiate est responsable de plus de 50% des incarcérations. Merci. Et un recours a récemment été créé pour permettre aux détenus de contester l'indignité de leurs conditions de détention. Est-ce que c'est là où va dans le bon sens, à votre avis? Bien sûr. Alors, ce décret n'est pas... On aurait tous préféré ici un décret plus audacieux, quelque chose de plus audacieux. Écoutez, il existe. Moi, je pense que les avocats doivent s'en emparer. D'ailleurs, les avocats ont maintenant le droit, eux aussi, de visiter les cellules. Pas seulement d'aller au parloir avocat. Les bâtonniers et leurs délégués ont le droit d'aller visiter la détention. Donc nous, on les incite à y aller, mais ils sont assez ardents pour y aller. De plus, ils pourront comme ça témoigner auprès de leurs confrères des conditions de détention, de ce qu'ils ont vu. Et là-dessus, les recours pourront s'appuyer là-dessus. Et puis nous, ici au contrôle général, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des fiches prison, c'est-à-dire des missions alors, très brèves. Voilà, on passe 3 jours dans une prison, mais on se focalise uniquement sur la dignité ou l'indignité. Alors donc ça veut dire, on va examiner, mesurer, on va voir l'accès aux soins, le quartier disciplinaire, le quartier d'isolement, le quartier... Enfin, on examine tout sous ce focus. Ensuite, on élabore un rapport qu'on est en train d'élaborer avec... on aura une grille informatique, ce sera assez sioux, je crois. Et on le mettra sur notre site à disposition des magistrats, des avocats et des détenus ou de leurs proches, puisqu'ils n'ont pas, vous savez que les détenus n'ont pas droit à Internet, malgré tout ce qu'on... Parce que, bon, on en reviendra peut-être après à parler de ça. Et pour que les magistrats et les avocats puissent s'appuyer dessus et décider, si, en ce qui concerne les magistrats, si les conditions sont indignes ou pas. Voilà. Et je pense, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le droit et la jurisprudence. Vous voyez, la France a été condamnée, alors avec infiniment de succès, à ce qu'on voit, hein, pour la surpopulation, pour sa surpopulation carcérale, par la Cour européenne des droits de l'homme, par 2 fois, puis par le Conseil de l'Europe, puis la Cour de cassation a enquillé, puis le Conseil constitutionnel. Je voudrais bien qu'on arrive à en voir les fruits maintenant. Parce que sinon, si vous voulez, il ne faut pas s'étonner après qu'on ne croit plus en la justice, qu'on ne croit plus... si, quand la justice rend des décisions, elles ne sont pas suivies des faits, ben, il y a une petite perte de confiance. J'attends beaucoup de ça. Merci. Alors, pour la suite de nos questions également, les détenus travailleurs sont exclus de la protection offerte par le Code du travail. N'est-ce pas une contradiction, alors que l'un des objectifs de la peine est de réinsérer l'individu dans la société? Alors, vous avez vu que là, il y a un statut du détenu travailleur qui vient d'être créé. Là encore, je vous dirais, ce n'est pas la panacée. Hein.
Parce que, et je vais vous dire, l'énorme problème, c'est qu'il n'y a pas assez de travail en prison. C'est drôle, moi je voudrais lancer un appel aux grosses entreprises qui se targuent de faire du social. Je sais que la prison, c'est pas porteur. Et pourtant, à long terme, ça peut l'être. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on fait un calcul à long terme, ça peut être bénéfique pour tout le monde, que les détenus vivent une vie un peu moins horrible en prison et qu'ils en ressortent un peu formés à quelque chose. Eh bien, ce statut du détenu travailleur, moi j'ai grand espoir qu'il soit amélioré également par la jurisprudence. Et qu'il y aura des recours, que là, quand les indemnités chômage n'auront pas été versées, quand... voilà, je pense que là-dessus, il y a de l'espoir aussi. Alors, nous sommes à la fin de nos questions, mais il y a une question bonus qui est plutôt courte. Quel a été votre meilleur souvenir en tant qu'étudiante? Ou si vous avez une anecdote à nous raconter qui vous a remarqué dans votre parcours professionnel, qu'elle soit positive ou négative. J'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit zut, parce que mon souvenir le plus marrant, je l'ai dit à la radio l'autre jour, je peux vous le dire le même. C'est pas grave? Bon, c'était ma 3e année de droit et c'était mon oral de droit international privé. Et j'arrive devant l'examinateur, j'étais enceinte. Et vous allez voir, ce n'est pas... Et tout à coup, je sens une nausée monter, mais monstrueuse. Je me dis, je vais quand même pas vomir sur l'examinateur. Je me lève, et je dis, monsieur, ça va pas du tout. Et j'entendais derrière moi, ça ne va pas ou vous ne savez pas votre cours. Ça va pas. Je me jette dans les toilettes, je vomis pendant un quart d'heure. Je reviens. Le prof s'était barré et il m'avait mis 0 pointé. Ce qui fait que mon année est foutue. Je me suis dit, ça m'apprendra à être poli. Hein. La prochaine fois, je lui vomirai dessus. Eh bien, il y a une justice. Plusieurs années plus tard, j'étais journaliste à Libé. Et ce prof était devenu un grand ponte du droit des étrangers. Donc, je suis allée l'interviewer chez lui. C'était beau, il y avait un photographe. C'était prévu 2 pages sur le droit des étrangers, etc. Donc, je l'interviewe, je pose toutes les questions. Puis à la fin, je lui dis, vous vous souvenez pas de moi, hein? Et il me dit, non, pourquoi? Je dis, bah moi, je vous oublierai jamais. Et je lui ai raconté l'histoire. Et alors, il était vachement gêné, évidemment. Et je lui ai dit, vous ne pensiez pas me retrouver un jour? J'ai dit, vous avez foutu en l'air ma 3e année. J'ai dû tout recommencer. Avec mon bébé, en plus. Donc, c'est pas facile. Et il me dit, mais je suis désolée, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est possible. Alors, voyez. J'ai dit, voyez, la prochaine fois, je ne serai pas polie. Je vomirai sur le bureau. C'est la fin de notre interview. Merci Madame Dominique Simoneau. Quant à vous, on se donne rendez-vous pour nos prochaines vidéos. Et vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux à travers Instagram, Twitter et LinkedIn. Au revoir et à bientôt sur Scène des Crimes.